Le récap info pour savoir et comprendre. Cette semaine, pas d'invité politique. On parle banque, finance, économie avec Daniel Cariotis, le directeur général de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Le métier de la banque est en pleine évolution. Certains parlent même d'une révolution face au poids sans cesse grandissant du numérique. De nouvelles monnaies apparaissent, les modes de paiement se dématérialisent, les porteurs de projets plébiscitent les financements participatifs. Mais de tout temps, les banques ont su s'adapter et même transformer les bouleversements en vraies opportunités. Les banques de demain, on en parle avec Daniel Cariotis. Alors vous êtes à la tête de cette Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016, puisque la fusion a eu lieu fin 2016. Exactement. En fait, la fusion a été lancée précisément en avril 2016, le 19 avril 2016. Et la fusion juridique qui a donné naissance à cette nouvelle grande banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a été scellée le 7 décembre 2016. Donc, en réalité, vous voyez qu'on a été très vite pour réaliser juridiquement, je dis bien juridiquement, la plus grande fusion jamais réalisée dans le groupe des banques populaires. Fusionner 3 banques populaires, presque 4 avec notre filiale, la Banque de Savoie. Ça ne s'était jamais fait, donc c'est effectivement une très grosse opération industrielle et humaine pour mon entreprise. Ces 3 banques, c'est la Banque Populaire des Alpes, la BP Loire, Loire et Lyonnais, et Massif Central. Et Massif Central, tout à fait. Aujourd'hui, ça fait un groupe énorme. Combien de collaborateurs? Plusieurs milliers de collaborateurs. C'est un groupe important. Comme vous l'avez indiqué, donc fusion de 3 banques populaires. On couvre à la fois l'intégralité de la nouvelle région administrative Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire les 12 départements. Voilà, on couvre cette région administrative, ce qui est une première. Ce qui est une première. Ce qui me permet de dire souvent que nous sommes la seule banque régionale à couvrir exactement les frontières de la région, parce que, pour nous, c'est un élément de force considérable. Mais par ailleurs, on déborde des territoires de la région, puisque nous descendons jusqu'à Manosque. On va jusqu'à Tulle, ce qui veut dire qu'on est sur la Corrèze, les Alpes de Haute-Provence et les 2 Alpes. Donc on est sur 15 départements, ce qui représente quand même un territoire de près de 88 000 km², ce qui est absolument considérable. Bon, merci d'être venu à Grenoble cette semaine. Alors, rapprochement de 3 entités comme ça, il y a le rapprochement des équipes et puis après, il y a aussi la réorganisation hiérarchique, le rapprochement informatique qui devient essentiel. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je disais qu'une fusion, c'est d'abord une histoire d'hommes et de femmes, c'est un projet humain, c'est un projet social, et en même temps, c'est un formidable projet industriel. Parce qu'effectivement, quand vous fusionnez 3 banques qui représentent 3 600 collaborateurs, 1 million de clients, 100 000 clients professionnels, 10 000 clients entreprises, c'est une très grosse opération, et donc ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline, beaucoup de structuration. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir scellé juridiquement l'acte de naissance de la nouvelle Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes le 7 décembre 2016, que la fusion informatique bancaire organisationnelle, elle, a été réalisée lors du week-end du 11-12 novembre 2017. Donc, vous voyez quasiment une année plus tard. Et donc, aujourd'hui, on peut dire que les 2 grandes phases initiales de la construction de notre banque sont derrière. Maintenant, bien évidemment, il nous reste à asseoir, globalement, le nouveau socle de cette belle banque, parce qu'on a quand même l'ambition, et j'ai l'ambition, d'en faire un des plus bels établissements bancaires de la région. On va parler du plan stratégique que vous avez lancé sur les 2 ans qui viennent. Alors 3 600 collaborateurs, les chiffres donnent un peu le tournis, vous le disiez, 1 million de clients, dont 90% de particuliers, 339 agences. Oui. En termes de poids financier, 24 milliards d'encours crédit. L'encours crédit, c'est vraiment la masse de crédit, comme son nom l'indique, qui irrigue l'économie régionale. On est même, je crois, à 25 milliards. Donc, vous voyez, depuis, on a gagné pratiquement 1 milliard de crédit. Non, c'est considérable. Et sachant qu'on vient de 23 milliards, quand je dis on vient de 23 milliards, on est à 23 milliards en 2016. Et l'année 2017 a été très bonne commercialement. On a une production de crédit qui a augmenté de près de 11%, ce qui nous permet effectivement d'avoir des stocks de crédit de près de 25 milliards. Et d'ailleurs, dans notre plan stratégique à l'horizon 2020, on anticipe que nos stocks de crédit pourraient passer de 25 milliards à 30 milliards. Donc vous voyez quand même une évolution potentielle considérable. Et c'est important parce que une des singularités de la banque, encore aujourd'hui, c'est de prêter.
On est le seul pays au monde, je le dis souvent, je le dis depuis plus de 10 ans, où les financements passent par le canal bancaire. Aujourd'hui, le rôle des banques dans le financement de l'économie, c'est entre 70 et 80%. Et on voit bien que le fait de maintenir une activité crédit très importante dans un environnement économique en France un peu meilleur quand même depuis quelques années, pour nous, c'est essentiel. Puis ça démontre, qui plus est encore, si vous voulez, le caractère, je ne vais pas dire incontournable, mais un peu quand même encore aujourd'hui des banques dans l'économie française. Alors les crédits, évidemment, les particuliers que nous sommes comprennent très très bien de quoi il s'agit. Les banques financent aussi l'économie et les entreprises. Vous évoquiez 100 000 clients professionnels. Il y a évidemment cette impérative nécessité d'être un partenaire du monde économique. Bien sûr. Un partenaire, j'ai même envie de dire, nous concernant, un partenaire privilégié, parce que la Banque Populaire est quand même la banque des entreprises, la banque des professionnels. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu aussi donner un coup d'accélérateur sur le positionnement de notre banque pour redevenir pleinement, totalement, la banque de l'entreprise et la banque de tous les entrepreneurs de la région. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle notre organisation, celle que j'ai arrêtée en 2016, répond à cela, c'est-à-dire essayer d'allier l'excellence et la proximité, et puis en essayant effectivement d'être lucide parfois sur nos points faibles, et de telle manière aussi que nous soyons en capacité d'offrir le meilleur à l'ensemble de nos clients, qu'ils soient particuliers, professionnels, artisans, commerciaux, entreprises, petites, grandes ou moyennes, peu importe. Même les TPE. Alors vous entendez ce qu'on entend ici ou là, les banques sont frileuses, c'est difficile quand on est un petit entrepreneur de se faire entendre. Vous vous dites, notre objectif, c'est quand même d'augmenter notre présence auprès de ces chefs d'entreprise. Mais bien sûr. Mais je dois avouer, ça fait... Depuis la crise de Lehman Brothers de 2008, on me dit régulièrement, quelles que soient mes casquettes, les banques ne jouent pas leur rôle. Et en même temps, on n'est jamais en capacité de me démontrer en quoi elles ne jouent pas leur rôle. Je ne dis pas que tout ce qu'on fait est bien, ça n'a jamais été mon propos. Les banques ne sont pas parfaites, elles ne sont pas toujours exemplaires. On a aussi nos propres défauts. Mais regardez, je vous indiquais que notre production de crédit a augmenté de 11% en 2017. 11%, c'est considérable. Moi qui commence à être un banquier qui a une certaine expérience quand même, je n'ai jamais connu de croissance de la production de 11% sur une année. 11% à comparer d'ailleurs à la croissance économique française qui était de 2%. Ce qui veut dire que l'activité crédit a été à un rythme beaucoup plus élevé que la croissance qu'on a connue en France. Donc je pense que globalement, les banques françaises jouent très bien leur rôle de financeur de l'économie. En tout cas, nous, on l'a joué excellemment. Donc parfois, il peut effectivement y avoir quelques dossiers peut-être médiatiques qui laissent penser que les banques ne sont pas toujours au rendez-vous. Mais objectivement et entre nous, globalement, je pense que les banques, globalement, sont dans le match. En tout cas, BPEA, c'est celle que je représente aujourd'hui, est totalement dans le match. Et cette Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, elle est aussi présente sur le marché agricole. Alors il y a d'autres établissements bancaires qui ont fait leur histoire sur le monde agricole. Vous avez, vous, sur la région, lancé 10 agences spécialisées sur l'agriculture, la viticulture en particulier. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il y a un très gros acteur bancaire. Je pense que je n'ai pas besoin de le nommer, chacun le connaît, qui est très gros, qui a une part de marché qui est considérable. Mais ce n'est pas parce qu'un acteur a une part de marché considérable qu'on ne doit pas avoir une ambition. Et d'ailleurs, parmi les 3 ex-banques, il y en avait une notamment, l'ex-Banque Populaire du Massif Central, qui avait une part de marché élevée sur l'agriculture. Cette banque avait quasiment 25% de part de marché sur l'agriculture. 25%. Donc vous voyez, vous pouvez avoir un très gros numéro 1 et être aussi un très bon numéro 2. Alors c'est vrai qu'on s'est aussi appuyé sur ce qu'avait fait la Banque du Massif Central pour déployer plus généralement le principe des agences spécialisées sur l'agriculture. Vous avez effectivement indiqué aujourd'hui qu'on en avait une dizaine, parce qu'on veut faire de la filière agricole et aussi de la filière agricole et viticulture, nouvelle filière qu'on crée. On va en faire un des leviers de croissance de notre banque sur les 3 prochaines années. Ce sont une centaine de projets de jeunes installations qui ont été accompagnés en 2017, je crois. Encore un mot de présentation. On dit que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes est une banque régionale, coopérative. Ça veut dire quoi? Elle est détenue par des sociétaires, c'est ça? Elle est détenue par des sociétaires, c'est-à-dire que les 350 000 sociétaires de la Banque Populaire détiennent le capital
de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est une vraie banque coopérative. Nous avions d'ailleurs l'Assemblée générale des sociétaires la semaine dernière. Nous avions des pré-assemblées générales qui ont été organisées dans 5 villes sur l'ensemble de la région. Donc on a une relation de proximité, je pense assez intense et privilégiée avec nos clients, mais surtout avec aussi nos clients sociétaires. Donc c'est un particularisme. Et je pense vraiment que le monde coopératif, le monde du mutualisme, c'est une vraie force. C'est un élément de différenciation, mais c'est une vraie force. Je pense que c'est aussi une des singularités du secteur bancaire français, puisque quand vous êtes en région, il faut quand même savoir, là je veux aussi parler pour mes petits camarades, quand vous faites parfois l'agrégation des parts de marché des banques mutualistes en région, vous êtes facilement à 85% de parts de marché. Donc on voit bien que c'est un modèle qui est un modèle qui réussit, et je pense que c'est le modèle de proximité le plus abouti de l'ensemble des banques aujourd'hui. Oui, parce que c'est un modèle qui prévoit un conseil d'administration présidé par des personnalités du monde économique local. Vous avez d'ailleurs changé de président, je crois. Nous avons changé de président la semaine dernière. Donc Dominique Martini, qui a été le premier président de la BPORA. BPORA, c'est le petit diminutif d'Auvergne-Rhône-Alpes, a effectivement cédé sa place à Lionel Beau. Lionel Beau, qui avait été l'ancien président de la Banque populaire des Alpes, donc jusqu'en décembre 2016. C'est un industriel de Haute-Savoie. C'est un industriel de Haute-Savoie. Il est à la tête d'une très belle entreprise familiale. Je crois que son groupe représente plus de 500 salariés aujourd'hui et est présent sur de nombreux pays, et pas simplement européens. Spécialisé dans le décolletage. Dans le décolletage, tout à fait. Et moi, je suis très content parce que déjà, c'est bien aussi d'avoir toujours des présidents qui représentent des parties différentes du territoire. Donc un Auvergnat a été remplacé par un Haut-Savoyard. Je trouve que la symbolique est forte. Et puis Lionel Beau est un vrai industriel à la tête d'une très belle entreprise. Et quand je vous indiquais que la Banque populaire, l'ADN d'une banque populaire, c'est l'entreprise, d'avoir à la tête de son conseil un vrai chef d'entreprise qui a une vraie vision industrielle et une vision internationale, je pense que c'est un plus pour mon entreprise, pour la Banque populaire. Bon, on parlait d'ancrage local, encore un mot, pour évoquer le monde de la montagne, parce qu'on voit régulièrement le petit logo Banque populaire sur les événements sportifs, notamment autour du ski. Autour du ski, les moniteurs de ski, les écoles de ski avec les petits, vous savez, ce qui mettait les... Comment ça s'appelle d'ailleurs pas les étendards, mais on mettait les... Oui, les dossards. Les dossards. Ouais. Je cherchais, vous voyez, j'ai zappé, je cherchais le mot, les dossards. Moi, je dis souvent, ça me faisait rêver quand j'étais dans une autre banque, un autre réseau, quand je voyais les dossards bleus, je dis mais comment ont-ils fait? Et donc oui, il y a un ancrage qui est historique, qui remonte à l'ex-Banque populaire, en réalité la Savoisienne de crédit, dont le siège est à La Roche-sur-Foron. Donc, vous voyez, on a pratiquement sur le monde du ski et de la neige, on a une histoire de près de 40 ans. Donc en fait, aujourd'hui, moi, je ne suis que le dépositaire de cette histoire. Et le pôle montagne, je croyais encore basé à Albertville. Il est à Albertville. On l'a créé en fait à Albertville, puisqu'on a créé le pôle montagne en décembre 2016. Effectivement, nous l'avons localisé à Albertville. Allez, Daniel Cariotis, on va évoquer ces banques en mutation. En 2018, vous avez donc lancé cette année un plan stratégique qui va s'étendre sur 2019-2020. C'est intéressant parce qu'effectivement, le monde bancaire est, je le disais en introduction, dans une phase de révolution, d'adaptation nécessaire. Et parmi les objectifs de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, il y a le fait d'être une banque 100% digitale. Mais vous dites, le digital doit être un outil, ce n'est pas lui qui doit guider notre stratégie. Exactement. Je pense que c'est important parce que une banque populaire, c'est pas Amazon, c'est pas Google. Donc moi, je ne suis pas en train de définir une stratégie digitale. Je souhaite simplement que le digital soit au service de la stratégie de la banque. Ce qui est différent. Alors bien sûr que BPORA, pour être une banque moderne, une banque de son temps, doit être une banque qui a la capacité, en réalité, d'avoir une espèce d'équilibre harmonieux et intelligent entre le digital, le physique, l'humain et l'expertise au quotidien qu'on peut apporter à nos clients. Donc en fait, je dis souvent, il ne faut pas opposer l'humain, la proximité au digital. Pourquoi? C'est parce que le digital nous permettra par ailleurs, je pense, d'améliorer nos process, d'être plus efficaces, de gagner du temps, de diminuer les tâches à faible valeur ajoutée, et puis surtout aussi de permettre à nos clients d'être un peu plus en autonomie, parce qu'un client qui veut réaliser toutes ses opérations courantes sur un smartphone,
BPOA, bien sûr, doit lui donner la possibilité de le faire. Parce que vous dites d'ailleurs, 80% de nos contacts avec le client se font désormais par un canal digital. Bien sûr. 8 Via la plateforme téléphonique, via le smartphone, via Internet. Donc c'est déjà la réalité. Mais moi je pense que le point aussi fondamental de mon point de vue, c'est qu'on évoque souvent l'avenir des banques. Via une question, les banques ont-elles encore un avenir? Avec, vous voyez, parfois les réponses qu'on peut d'ailleurs y apporter. Moi je pense que l'avenir des banques passe par notre capacité à mettre toujours plus d'expertise, quels que soient les métiers, quels que soient les secteurs géographiques, à destination de nos clients. Et quand je dis plus d'expertise, où que vous soyez, donner plus d'expertise à Grenoble, pas un problème. Plus d'expertise à Voiron, à Saint-Moins, parfois c'est un peu plus difficile. Et c'est ça le sujet, c'est la raison pour laquelle, quand on dit le digital doit nous permettre d'éliminer progressivement toutes les tâches à faible valeur ajoutée, c'est aussi ce qui va nous permettre de redonner de la compétence à l'ensemble des métiers aujourd'hui qui sont exercés dans notre entreprise. Pour ça que c'est un enjeu majeur, parce que la différence se fera demain sur la compétence additionnelle, la valeur ajoutée que vous apporterez à vos clients, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. Cette valeur ajoutée, elle sera forcément humaine. Elle sera humaine, bien sûr. Parce que la technologie, tout le monde la partagera. Toutes les grandes banques la partageront. Mais bien sûr. À peu ou prou. Exactement. C'est la raison pour laquelle il nous faut élever encore le niveau de compétence de nos collaborateurs, les spécialiser. Et je pense que c'est l'enjeu majeur aujourd'hui que doivent relever les banques pour effectivement être toujours incontournables demain. Parce qu'on a aussi nous-mêmes un sujet de, je n'ai pas peur de le dire, de survie. Aucun secteur aujourd'hui est à l'abri. Aucun secteur d'activité, pas plus les banques que les autres secteurs d'activité. C'est la survie des banques traditionnelles qui se joue dans cette mutation. Je pense que, vous savez, on est dans un monde qui bouge à une vitesse stratosphérique. D'ailleurs, c'est amusant quand on essaie de prendre un peu de recul, même si on est happé par le quotidien. On en est à la 4e grande révolution industrielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre les 3 premières révolutions industrielles, ou les 2 premières, il s'est passé plus d'1 siècle. Et on voit que les cycles se rétrécissent. Et entre la 3e et la 4e, il s'est passé moins de 15 ans. Donc, qui vous dit qu'on ne va pas rentrer dans une 5e révolution industrielle demain? Donc, le temps s'est accéléré. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous, banquiers, il faut qu'on remette, je pense, à plat nos business models. Parce que je pense que les attentes de nos clients, aujourd'hui, sont très différentes. Mais en même temps, il faut qu'une banque moderne doit avoir la capacité d'apporter les bons éléments de réponse, quels que soient à nouveau nos clients. Ils sont jeunes, moins jeunes, ils sont particuliers, artisans, chefs d'entreprise. Un client qui a 90 ans n'a pas les mêmes attentes qu'un client qui a 25 ans qui rentre sur le marché du travail. Et en même temps, nous, il faudra que nous ayons une réponse sur mesure, quelle que soit en réalité, si vous voulez, votre typologie, vos caractéristiques. Et ça encore, c'est un enjeu important pour l'ensemble des banques et pour BPOA. Alors, on va passer en revue quelques éléments que cette révolution numérique bouleverse. D'abord, les modes de paiement. Et votre banque n'a pas tardé à être présente sur les Apple Pay, sur les Samsung Pay et compagnie. Donc, le paiement en ligne, direct, avec son smartphone ou sa tablette. Effectivement, on a été la première banque française. Moi, j'étais à l'époque, d'ailleurs, à BPCE, à signer un accord avec Apple pour Apple Pay. Après Samsung, j'ai envie de dire que Samsung, c'était dans la continuité. On voulait aussi être la première vraiment à le faire. On l'a fait aussi pour démontrer qu'on était une banque. Le groupe BPCE était un groupe de son temps. Banque populaire, caisse d'épargne. C'est un seul et même groupe. C'est un seul et même groupe. C'est vrai qu'il est toujours utile de le rappeler parce que c'est un groupe qui est jeune et que la marque BPCE n'est pas forcément très connue en tant que telle. Mais on l'a fait pour démontrer que nous étions en mouvement et que sur un certain nombre de sujets, on n'avait pas peur forcément d'être les premiers, si vous voulez, à initier ce type de partenariat avec notamment des géants de la Silicon Valley par Apple ou avec des grands groupes bancaires asiatiques comme Samsung. En fait, il faut essayer, il faut être en mouvement. Je pense qu'il faut qu'on ait en permanence aussi l'esprit de start-upper de plus en plus. On essaye, on prend des risques, ça ne marche pas, on revient en arrière. Je pense que la banque, de plus en plus, devra avoir un mode, comment dirais-je, à la fois de gouvernance et puis de gestion de son quotidien qui soit un mode plus entrepreneurial, peut-être,
qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Mais vous savez que ces nouvelles technologies, alors certes, elles plaisent à toute une catégorie de la population, mais elles font peur aussi à une autre, d'où l'intérêt quand même de maintenir, on va dire, une banque des services, des façons de travailler plus traditionnelles. Mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle moi j'insiste toujours là-dessus. On veut réduire les tâches à faible valeur ajoutée pour donner plus de temps déjà à nos clients pour réaliser certaines opérations et plus de temps à nos collaborateurs. Parce que je pense qu'effectivement, on a des clients qui ne sont pas forcément prêts à passer sur du 100% digital. J'ajoute aussi qu'on a des clients qui souhaiteront davantage qu'on se déplace chez eux. Ils n'ont plus forcément toujours envie de venir en agence. C'est pour ça que quand on parle des fréquentations en agence, c'est à la fois un vrai et un mauvais sujet. Parce que ce n'est pas parce qu'on est une agence qu'on n'a pas le droit de sortir des agences. Et je pense que des clients, notamment des personnes âgées, attendent de leur banque qu'on se déplace. Ça veut dire qu'on peut avoir des conseillers de la Banque Populaire qui vont en rendez-vous personnel. Je dirais qu'ils iront, parce que ce n'est pas forcément aujourd'hui dans les habitudes. Mais ce n'est pas exclu. Ah mais moi, plus que pas exclu, moi j'ai indiqué plusieurs fois que je souhaitais qu'on le fasse. On le fait pour les professionnels, on le fait pour la clientèle de gestion privée, on le fait pour l'entreprise, parce que les chefs d'entreprise ne se déplacent pratiquement jamais dans leur banque. Moi, je pars du principe que si un client a quelques difficultés parfois à se déplacer, le rôle d'une banque, c'est de lui proposer d'aller chez lui, voilà, pour éventuellement traiter les demandes qu'il peut avoir. Autre façon de travailler qui change avec le développement du numérique, c'est le développement du financement participatif. Alors vous le disiez, le travail principal d'une banque, c'est de vendre du crédit. Le financement participatif sur des plateformes Internet est venu bouleverser tout ça. Les banquiers ne sont plus les partenaires numéro 1 prioritaires pour financer le développement d'un projet. Non, en même temps, il y a quand même beaucoup de plateformes participatives qui ont dans leur tour de table des banques. Ben oui, elles ont compris qu'il valait mieux racheter les plateformes plutôt que d'être dépassées par elles. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est une façon de voir les choses, mais je pense pas que... Parce que moi, j'ai jamais eu peur sur le fait que les plateformes participatives, demain, pourraient se substituer en partie aux banques. Moi, je pense que c'est un complément, qu'elles couvrent parfois des demandes de financement que ne couvrent pas forcément les banques traditionnelles. Donc, je pense que les banques l'ont fait aussi pour apprivoiser, si vous voulez, des nouvelles habitudes qu'elles n'étaient pas forcément en capacité de développer seules en leur sein. C'est ce que j'appelle l'architecture ouverte. Nous-mêmes, on a une plateforme Cocorico. Qui est née à Grenoble, d'ailleurs. Qui est née à Grenoble, exactement. Qui est née à Grenoble, qui est encore sur Grenoble, qui est sur Grenoble. Mais en revanche, qu'on a étendu sur l'ensemble de la nouvelle région. Je pense que c'est un bon vecteur et il est utile, j'ai envie de dire, autant en externe pour nos clients qu'en interne aussi pour nos collaborateurs. Donc c'est un bon, je trouve, levier, un bon vecteur de transformation de l'image que peut avoir une banque vis-à-vis de ses utilisateurs internes et externes. Le développement des banques en ligne, celles qu'on appelle souvent les néobanques, ça vous fait peur? Alors, je ne vais pas faire de la publicité sur mes écrits, mais si vous me permettez quand même, j'ai écrit un papier la semaine dernière sur les néobanques. Elles cassent les codes classiques, dites-vous. Elles cassent les codes, mais en même temps, moi je pense qu'on en parle beaucoup parce qu'il y a un effet de mode. Moi je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas la principale menace pour les banques. Ce n'est pas la principale menace. Alors pourquoi? Vous dites, alors sur votre blog, moi j'ai lu, elles donnent un sacré coup de vieux aux banques traditionnelles. Oui, c'est vrai. Parce qu'elles ont des process qui sont high-tech, elles sont très simples, elles ont une architecture informatique qui est très souple, très agile, ce qu'on n'ont pas globalement les banques. Donc chez nous, quand même, on peut dire quand même tout est un peu compliqué quand même parfois. Donc elles ont une vraie facilité, une vraie agilité d'utilisation. En même temps, est-ce que c'est suffisant pour en faire un business model qui marche, qui soit rentable? Aucune banque en ligne ou les néobanques n'est rentable aujourd'hui et au-delà. Moi, je pense que je ne vois pas ces banques gagner de l'argent demain. Bien sûr que je peux me tromper, mais en même temps, on voit bien que quand les banques traditionnelles sont pénalisées par les taux d'intérêt, les nouvelles banques sont pénalisées aussi par les taux d'intérêt. Il n'y a aucune raison qu'elles ne le soient pas. Elles le sont. Et par ailleurs, plus elles vont se développer sur certaines activités, plus elles vont devoir recruter, plus elles vont devoir mettre des fonctions support, des filières risques, conformité, parce que aujourd'hui, le monde qui est le plus, comment dirais-je, rigidifié par des règles de conformité et de sécurité, c'est le monde bancaire. Donc elles vont être aussi confrontées, si vous voulez, aujourd'hui, à des règles et des carcans réglementaires
qui sont quand même, je pense, des vrais éléments d'efficacité pour les banques. Donc, je ne suis pas inquiet. Après, je pense que les néobanques auront quand même une conséquence ou une influence sur les banques. C'est qu'elles peuvent donner un nouveau mode de consommation de la banque. Ça, oui. Parce qu'à partir du moment où vous allez sur une plateforme, je ne vais pas forcément faire de la publicité pour une néobanque anglaise ou allemande, mais quand on voit que c'est facile d'ouvrir un compte, vous l'ouvrez en moins de 10 minutes, vous n'avez même pas d'ailleurs besoin de passer dans une agence, que vous avez votre carte d'identité, que vous utilisez Skype, ça marche très très bien, et que vous avez une carte bancaire gratuite qui vous est délivrée rapidement, je pense qu'effectivement ça peut interpeller tous nos clients, ou l'ensemble des clients bancaires. C'est pour ça que je dis effectivement, oui, ça peut peut-être à terme modifier les standards bancaires. En tout cas, ça peut modifier les relations entre une banque et l'ensemble de ses clients. Parmi les autres nouveaux acteurs bancaires, il y a les grands opérateurs de téléphonie mobile, par exemple. On a vu aussi des réseaux de grande distribution jouer les banquiers. Comment est-ce qu'on aborde ça? C'est une concurrence qui arrive avec une force de frappe qui est très importante. À la fois une force de frappe très importante, oui et non. Je pense que la force de ces groupes, sans les nommer, encore qu'on pourrait les nommer, ceux des Orange ou des Carrefour, c'est le nombre de leurs clients. Donc un nombre de clients assez considérable. Souvent, d'ailleurs, ils ont aussi des bases de données très significatives et très pointues sur l'ensemble de ces clients. Pour autant, est-ce qu'ils disposent d'une force de frappe financière considérable qui leur permettrait d'investir? J'ai un doute. Moi, je ne suis pas intimement persuadé que ces groupes-là seront prêts à perdre 100, 200, 300 millions d'euros chaque année dans des services bancaires que pourrait offrir leur banque en ligne. Je n'en suis pas du tout convaincu. Donc, à nouveau, je regarde ce qu'ils font parce qu'il faut se nourrir de toutes les expériences. Il faut être, je pense, très pragmatique. On est rentré dans une ère du pragmatisme. Regardez, mais ce n'est pas forcément un élément, à nouveau, c'est un élément d'inquiétude. Je comprends qu'ils le fassent. Parce qu'on voit bien que dans un monde qui bouge, il faut sortir des chemins battus, il faut prendre des risques, il faut bouger les lignes. Ils le font, les banques le font. Nous, on le fait dans d'autres domaines, donc c'est pas normal. En même temps, est-ce que ça constitue une vraie menace à court terme? Je ne crois pas. On voit d'ailleurs certaines banques en riposte qui, elles aussi, se mettent à proposer des packages avec de la téléphonie, par exemple. De la téléphonie, du gardiennage et d'autres services qui vont apparaître. Donc c'est pour ça que je dis que les lignes vont bouger. C'est-à-dire des non-banques vont faire de la banque, les banques vont faire de la non-banque demain. Donc ça, c'est un peu le monde d'aujourd'hui. Il faut sortir des chemins battus. Après, les mêmes règles sont toujours immuables. Quoi que vous fassiez demain, il faut tout d'abord que vous ayez une vraie légitimité pour le faire. Vraie légitimité. Parce qu'on a par exemple l'image d'une banque. Je pense que nos clients ne s'attendent pas à ce que la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes fasse n'importe quoi et propose n'importe quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à la pertinence de l'élargissement de notre gamme de produits et services. Et puis par ailleurs, se posera aussi la question de la rentabilité. Parce que les banques sont quand même aujourd'hui confrontées à un vrai sujet de rentabilité. Donc oui à la diversification, mais à la seule et unique condition que ça génère des revenus additionnels pour les banques. Vous évoquiez les données de la grande distribution qui sont évidemment très très importantes, les données informatiques sur la clientèle, mais qui sont encore très très loin de l'énorme trésor sur lesquels sont assises les banques, le big data. Vous savez tout de nos vies finalement, ce qu'on achète, quand on l'achète, combien on l'achète, à quelle fréquence on l'achète. C'est ça le vrai trésor des banques. Et vous savez qu'il y a plein de questions qui se posent là-dessus. Comment les banques, dans cette révolution numérique, vont utiliser ce big data, ces données? Alors, moi là-dessus, j'ai une vision plus mesurée. Je pense que c'était le vrai trésor des banques il y a 15 ans. Il y a 15 ans, d'ailleurs je le disais souvent à mes collaborateurs, je leur disais souvent, le vrai élément de différenciation entre nous et les autres, c'est la force de nos bases de données, nos clients, l'information dont nous disposons sur nos clients. C'est plus vrai aujourd'hui. D'autres grands groupes internationaux ont autant d'informations, sinon plus d'informations pertinentes sur les mêmes clients, sur nos clients. Donc ce n'est pas un élément de différenciation. Je ne suis pas certain qu'un client Bepora qui a un compte Facebook, qu'in fine Facebook n'ait pas plus d'informations utilisables sur ce client par rapport à nous. Donc ça, c'est un premier point. Puis deuxième élément, c'est que le monde bancaire, le secteur bancaire, est un des secteurs les plus contrôlés au monde, peut-être avec celui de la chimie. Donc les informations, oui, nous en avons beaucoup.
2, est-ce qu'on peut les utiliser? La réponse est non. Pour l'instant. Mais je ne vois aucun assouplissement, pour l'instant, à venir sur l'utilisation des données. Je le regrette. Pourquoi je le regrette? Je le regrette non pas pour agir de manière intrusive dans la vie de mes clients. Je dis simplement, moi, je compare mon groupe, ma banque, à tous les grands acteurs dont certains ont été nommés il y a quelques instants, et je me dis qu'on n'est pas logé à la même enseigne, qu'on n'a pas les mêmes contraintes, et qu'à un moment donné, la concurrence n'est pas forcément loyale entre les géants de la nouvelle économie et puis des établissements plus classiques et traditionnels comme la Banque Populaire. Allez, on va évoquer, après cette révolution numérique dont on a largement parlé, les craintes de certains clients. Je le disais, c'est la perte de la proximité. Alors, vous nous disiez que la proximité, c'était le point fort de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. On voit quand même des agences, alors peut-être pas à la BP Aura, mais les agences bancaires qui ferment, les distributeurs de billets qui disparaissent. On voit bien que face à cette évolution des comportements et de la consommation banque, les banques s'adaptent et pas forcément en asseyant leur proximité. Permettez, pour moi, ce n'est pas forcément des sujets contradictoires. Pas des sujets contradictoires. Qu'à un moment donné, par exemple, on réduise le nombre de GAB, de distributeurs automatiques de billets, parce qu'il y a 5 fois moins d'opérations aujourd'hui qu'il n'y avait il y a 5 ans, c'est de la rationalité économique. Pourquoi? C'est parce que quand des clients me disent que c'est regrettable, je peux bien sûr l'entendre, mais ce qu'il faut que nos clients aussi comprennent, c'est que la rentabilité des banques est mise sous pression, la rentabilité de ma banque est mise sous pression, donc à un moment donné, il faut bien aussi que je trouve des leviers pour au moins maintenir la rentabilité de ma banque, parce que la vraie sécurité, notamment des dépôts aujourd'hui de nos clients chez nous, c'est bien quand même, a priori, la rentabilité et le niveau de fonds propres des banques. Concernant la fermeture d'agences ou la réduction des agences... 339 agences pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. 339. Moi, je pense qu'il y a une vraie différence entre les zones urbaines et les zones rurales. Ce n'est pas les mêmes sujets. Quand vous êtes à Grenoble, si vous êtes à Grenoble et que vous fermez 2 agences de centre-ville qui sont distantes de 500 mètres, objectivement, entre nous, est-ce que c'est un sujet social, commercial, économique? La réponse est non. Est-ce que ce n'est pas souvent les agences rurales qu'on ferme? En tout cas, pour BP Aura, non. Nous sommes une grande banque régionale. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, nous sommes présents sur 15 départements. Et nous, dans notre plan de distribution, on a veillé qu'il y ait toujours une agence qui soit distante de 30 km d'une autre agence. Parce que BP Aura est sur un territoire qui est même plus rural qu'urbain. Et je pense que c'est une singularité de la banque et on va conserver cette singularité. Allez, Daniel Cariotis, je vous propose de feuilleter, comme on le fait régulièrement dans le Récap Info, l'actualité qui peut vous concerner. Je sais que vous en êtes très friand. Vous l'évoquez sur votre blog, Daniel Cariotis. Le premier anniversaire d'Emmanuel Macron à l'Élysée, tiens. Il semble vous avoir convaincu. En tout cas, il y a 1 an, sur votre blog, vous étiez assez convaincu. Alors, vous parliez de tsunami politique. L'élection d'Emmanuel Macron donne provisoirement l'image d'un pays moderne, mais chacun attend avec impatience les premières décisions. C'est ce que vous écriviez il y a 1 an. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes convaincu? C'est une question qui est délicate, mais je réponds aisément. Je suis plutôt convaincu. Sachant qu'il y a 2 façons de regarder le premier bilan d'Emmanuel Macron, il y a la vision nationale et la vision internationale. Je pense que, incontestablement, la vision de la France à l'international a changé depuis 1 an. Elle a changé. Parce qu'on a un président qui est jeune, qui parle anglais, et puis qui comprend, j'ai envie de dire, l'évolution du monde dans lequel on est. Il le comprend, il en est issu. Donc, à l'international, incontestablement, moi, je considère personnellement que c'est un vrai ambassadeur. C'est un grand ambassadeur de notre pays. Sur le plan plus domestique, c'est plus compliqué. Alors, je vous laisse répondre, mais je me permets de lire encore une fois ce que vous écriviez il y a 1 an. À force d'avoir retardé les réformes, chloroformé la vie politique, notre pays est au bord du burn-out social. Oui. Alors, à l'intérieur du pays. Alors, entre nous, je fais une petite parenthèse, le pays n'est pas encore totalement sorti du burn-out social, quand même. Clairement. En revanche, moi, j'appelais de mes voeux, je le dis clairement, un changement de la classe politique.
en France. Donc le renouvellement, il a eu lieu. OK. Les réformes. Ah, mais c'était important, parce qu'on avait quand même les mêmes politiques depuis 25, 30, 40 ans. Moi, je suis désolé, dans une entreprise, pour qu'une entreprise soit performante, on nous dit qu'il faut changer les dirigeants régulièrement. Je l'entends, et c'est normal. Pour la politique, on doit avoir les mêmes exigences. Donc le fait qu'il y ait ce renouvellement, pardonnez-moi, mais je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, au bout d'un an, c'est un peu compliqué. Des réformes, malgré tout, ont été lancées. D'ailleurs, il y en a une qui fait l'objet de grèves la réforme assez, SNCF, la réforme assez régulières depuis quelque temps. Je pense de toute façon, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, il faut réformer le pays. Si on ne réforme pas le pays, on sera confronté à la situation de l'Italie demain. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais aussi écrit un papier en disant si on ne bouge pas, la France sera l'Italie de demain. Et on voit ce que ça peut donner avec des taux d'intérêt qui explosent, des investisseurs qui n'osent plus investir en France. Donc, aujourd'hui, on voit bien que la réforme, c'est un chemin qu'on doit prendre. Après, il y a la façon de le faire, il y a la concertation, il y a le dialogue. C'est trop limité ? Moi, je ne crois pas. Je pense que le dialogue n'empêche pas la rapidité. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, je pense qu'a priori, ils le font. Ils rencontrent, me semble-t-il, souvent les partenaires sociaux avant, et que les réformes, pour l'instant celles que j'ai pu voir, ont évité des vrais points bloquants, là pour le coup, qui auraient pu durcir durablement le dialogue social. Donc je trouve que les réformes qui sont sur la table peuvent être considérées comme injustes par ceux qui sont concernés, mais quand vous regardez le contenu des réformes, moi je trouve qu'elles sont quand même malgré tout plutôt équilibrées. De toute façon, en France, vous le savez bien, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué par ceux qui vous disent « vous n'allez pas suffisamment loin » et pour ceux qui vont vous dire encore que c'était mieux hier et qu'il ne faut rien changer. Vous évoquiez l'Italie. Vous avez vu, ces dernières semaines ont été particulièrement compliquées chez nos voisins italiens. La situation politique est tendue avec des incidences possibles sur les marchés. Le président italien s'est opposé à la mise en place d'un ministre de l'économie qui était très clairement eurosceptique. Le gouvernement a finalement pu être installé. Il n'est pas forcément europhile pour autant, mais en tout cas, il n'est pas pour la sortie de la zone euro. On voit bien les incidences que peuvent avoir ces choix politiques sur la fébrilité des marchés. Bien sûr. J'ai envie de dire c'est le retour de l'Italie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2011, ce qui a provoqué une crise économique et financière majeure, c'était effectivement l'état de fébrilité qu'il y avait autour de la question italienne. Et aujourd'hui, la situation italienne revient, mais ce qui n'est pas anormal. L'Italie a toujours une situation économique difficile, une dette publique abyssale. On voit bien que les problèmes n'ont pas du tout été résolus, malgré une croissance en Italie qui a été un peu meilleure ces dernières années qu'elle ne l'avait été dans les années 2011-2014. Donc le sujet italien est un sujet sérieux, parce que l'Italie est une grande économie, c'est un grand pays. Il ne faut jamais oublier que le PIB italien est juste derrière la France. Donc attention, l'Italie est une grande nation, un grand pays, et il ne faudrait pas que l'Italie soit en difficulté, parce que si l'Italie est en difficulté, c'est toute l'Europe économique qui le sera mécaniquement demain. Alors précisément, ce que ça démontre quand même, cette crise italienne, c'est que les populations sont aussi très fébriles sur la question européenne et d'appartenance à l'Union européenne. Mais elles sont fébriles, et je peux le comprendre et l'entendre, elles sont fébriles parce que la construction européenne n'a pas empêché les crises de 2008, financière, 2009, crise économique terrible dans toute l'Europe, crise financière encore en 2011. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie Union européenne monétaire ? Non, il n'y en a pas. Il y a la Banque centrale. La seule réussite européenne, en fait, c'était la BCE. C'est la BCE. C'est la Banque centrale européenne. Alors, on peut critiquer à l'infini la Banque centrale européenne, mais c'est la seule réussite tangible aujourd'hui européenne. Nous avons une Banque centrale européenne. Tout le reste est à faire. Les politiques économiques sont décidées dans chacun des pays. Il n'y a pas d'harmonisation fiscale. On en parle depuis 15 ans. Il n'y a pas une seule avancée. Donc, en fait, l'Europe, globalement, n'a pas fait d'avancée significative depuis 5 ans, parce qu'on en a parlé il y a 5 ans. Il n'y a pas d'avancée significative. Et donc, il n'est pas normal, dès qu'un membre de la communauté est en difficulté, l'Italie aujourd'hui, l'Espagne demain, et pourquoi pas un autre pays européen après-demain, que se repose la question en réalité de l'équilibre et de l'intérêt, in fine, d'une Union
européenne. Et je comprends que certains de nos concitoyens soient réservés à l'idée, effectivement, de rester dans une Union européenne. Précisément, c'est ma dernière question. Dans un an, on votera pour les élections européennes. Est-ce que le banquier que vous êtes a des craintes, des craintes que les choses se tendent sur les marchés? Déjà là, je pense que les choses peuvent se tendre avec cette concomitance entre l'Italie et l'Espagne. Même si on a connu 3 ans d'accalmie, je pense qu'à nouveau les crises peuvent revenir. De toute façon, les crises font aussi partie de la vie des marchés financiers, de l'actualité économique. Dans un an, oui, on peut avoir des tensions, parce que je trouve qu'il y a une crise sociale dont on n'est pas sorti en Europe. On voit que partout les peuples, entre guillemets, se sont révoltés, parce qu'il y a aussi parfois une vraie misère, il y a une vraie pauvreté. Donc moi, je pense que ces choses-là, il faut les entendre, il faut les comprendre. Et tant qu'on n'aura pas apporté une preuve tangible que l'Europe, c'est plus de croissance, plus de prospérité, plus de sécurité, moins d'insécurité, je pense qu'on aura toujours des résistances. Et donc, il n'est pas anormal qu'on soit encore aujourd'hui en Europe, et même en partie en France entre nous, dans cette situation. Daniel Kyriotis, merci. Merci d'avoir été l'invité du Récap Info. On se retrouve dans un instant sur les réseaux sociaux pour le petit bonus, le supplément. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.